Messieurs et madame, fidèles téléspectateurs, il est actuellement 18 h, heure du Cameroun. Merci pour votre confiance et la fidélité. Vous êtes en train de suivre cette émission depuis nos plateformes NMP officielles, précisément YouTube et Telegram. Vous êtes à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi. Nous vous saluons avec l'espoir que vous vous sentez bien. Comme nous l'avons annoncé cet après-midi, un plat chaud nous a été servi depuis le 27 juin 2025 du côté des États-Unis. Ce plat chaud, c'est l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. De cet accord, deux fronts se sont distingués et qui a donné des appétits et qui cristallise des attentions autour du front panafricaniste. D'un côté, ceux qui ne sont pas d'accord avec cet accord et de l'autre côté, ceux qui sont pour cet accord. Comme nous l'avons réellement dit, nous sommes en présence du président Bandakani, qui est notre invité exclusif pour nous entretenir dans le cadre de cette émission, de cet accord. Monsieur le Président, bon après-midi et bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi, en fonction du lieu où on se trouve. Un bonsoir spécial à vous, intervieweurs de cet après-midi, de ce soir, à l'équipe technique. Il faut toujours saluer les techniciens parce qu'on ne les voit pas. Alors que sans eux, il n'y a pas de mission. Moi, je dois les saluer. Je salue mes frères congolais, RDC. Je suis congolais. Je le suis devenu sans autorisation légale, mais par le panafricanisme. Je suis congolais. Je me sens totalement congolais. Et c'est ma manière de solidariser avec toutes les victimes innocentes qui, depuis 30 ans, ont péri par l'action du criminel rwandais Paul Kagame, parrainé par les Occidentaux, dont l'Amérique, la France, l'Union européenne, communauté internationale des criminels, des génocidaires. C'est notre façon à nous d'apporter notre soutien à nos frères et sœurs de la RDC. Et à tous les Rwandais qui subissent le régime criminel de M. Paul Kagame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous le constatez si bien, je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis accompagné de mon co-modérateur, M. Djengele, qui va vous présenter ses civilités. M. Djengele, bonsoir et bon après-midi aussi. Bonsoir, M. Bokde Philemon. Bonsoir à nos internautes. Et nous disons comme ça, Boka Malamou à nos frères de la République démocratique du Congo. Et je profite aussi pour dire un Boka Malamou à Monsieur le Président Bandakani qui a porté de la crise sur son dos. Et aujourd'hui, nous sommes dans, comme on peut dire comme ça, l'ultime bataille. C'est une énième fois comme ça que le nouveau mouvement populaire prend son sein d'organiser les directs pour consacrer le combat pour la résolution de la crise qui se vit dans un pays frère du Cameroun, la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, vous êtes bien installé. Nous vous savons très chaud lorsqu'il s'agit des pays africains. Est-ce que ce soir aussi, la vapeur est assez chaude? Dieu le permettra. Monsieur le Président, Dieu le permettra. Pourquoi vous êtes surpris quand on convoque Dieu sur un plateau? Pas du tout, Président. Nous sommes habitués. Je l'ai toujours fait. Je ne sais pas comment on peut faire la géopolitique sans convoquer le vrai Dieu. Dieu est le père de la géopolitique. Bon, les gens le comprendront au fur et à mesure, mais les personnes les plus conscientes comprennent ça. Je parle du vrai Dieu. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, nous avons été servis depuis le 27 par un plat chaud qui a cristallisé les attentions du point de vue du monde panafricaniste, pour ne citer que cela. Mais Monsieur le Président, nous avons vu deux flancs. D'un côté, les panafricanistes qui dénoncent cet accord et de l'autre côté, vous, à travers vos dernières sorties, vous avez dit, vous soutenez le président Félix Antoine Tshisekedi pour avoir signé ou alors pour avoir pris cet engagement de signer cet accord qui n'était pas à son avantage au début de cette crise. Mais maintenant, avec cet accord, vous avez dit sur les plateaux que vous apportez votre soutien total au président de la RDC. Monsieur le Président, avant d'entrer de plein fouet, qu'est-ce qui peut expliquer cette bipolarité du front panafricaniste? Ça a toujours été ainsi. Le panafricanisme n'a jamais été univoque dans son histoire. Le panafricanisme, c'est
la coexistence de courants plus ou moins conscients des enjeux de leur existence. Ça fait la richesse du panafricanisme. Cette diversité de courants a fait la richesse et continue à faire d'ailleurs la richesse du courant panafricanisme. Mais ce n'est pas un problème. C'est la consistance des courants qui détermine, qui tranche en dernière instance. L'histoire du panafricanisme est jonchée par ces divergences stratégiques, tactiques et idéologiques qui ont commencé depuis Webb Dubois et Marcus Garvey, pour ne citer que cela, avec les Georges Patman, les Blyden, jusqu'à Nkrumah, et les divergences qui ont travaillé les groupes de Casablanca et de Monrovia, pour ne citer que ça, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est d'abord connaître ce que c'est que le panafricanisme. La diversité des courants n'empêche pas de véritable convergence quand c'est nécessaire. Les courants qui, malgré leur spécificité, les courants sincères se retrouvent toujours. Donc, le débat n'est pas là. Vous n'allez jamais effacer l'existence des panafricanistes bourgeois, pour ne parler que de ça. Les gens qu'on voit disent qu'ils sont panafricanistes. L'ex-président sénégalais. Un libéral néocolonial, mais il était très fier de dire qu'il est panafricaniste, réduisant le panafricanisme à l'intégration politique africaine. C'est le conflit, entre guillemets, qui a opposé le Népal à Omega. Si. Ouad, Sénégal, sud-africaine, autant de président Mbeki. Bon, qui a été dépassé dans ce qu'on appelle l'Union africaine. Donc, les choses sont claires. Les deux boussoles fondamentales, la boussole fondamentale qui permet de bien se situer malgré cette diversité du panafricanisme, malgré les familles idéologiques qui composent le panafricanisme, depuis la démarche Lujama de Nyerere, en passant par, entre guillemets, j'insiste, l'authenticité de Mobutu. Je dis bien entre guillemets, mais bon, à une époque, il était dans son authenticité, qui avait des relents panafricanistes, des relents. J'ai dit bien entre guillemets. Parce que pour certains, c'est le diable. C'est le diable. Mais bon, tout n'était pas mauvais chez Mobutu. Et en dernière instance, il n'était qu'une marionnette. Donc, on passe dessus. Il y a l'approche de Nkrumah, il y a l'approche de Garvey, Marcus, Webb Dubois, etc. Voilà, il y a tout ça. Mais la boussole fondamentale, pour que ce soit clair, qui permet à quelqu'un de se situer dans cette diversité, c'est le positionnement des courants panafricanistes face à l'impérialisme. Face à l'impérialisme, leur rapport à l'impérialisme. On peut nuancer comme on veut, mais un vrai panafricaniste sera radical face à l'impérialisme dans ses évolutions actuelles, sera radical quant à la souveraineté des nations, sera radical quant à la spécificité civilisationnelle, gage de la convergence civilisationnelle qui débouche sur la nécessité de préserver l'espèce humaine. Les choses sont claires. Le panafricanisme sera la boussole, va éclairer sur la base, je termine par là, du fait que nous insistons, le panafricanisme insiste grandement sur l'impérialisme occidental, la nécessité de le liquider historiquement, avant de s'attaquer, entre guillemets, à ce qu'on pourrait appeler les nouveaux impérialismes. La nécessité de liquider l'impérialisme occidental va de pair avec, évidemment, la guerre contre la finance, qui n'est qu'un succédané, qui est le stade suprême de l'impérialisme capitaliste occidental. Alors,
la puissance émergente de la Chine, que certains abusivement veulent qualifier, veulent ranger au niveau d'un impérialisme. Bon, ça c'est les histoires du vaurien de l'Élysée. Au nom du progressisme, n'importe quoi, de la pacotille idéologique, intellectuelle, qui ne peut qu'impressionner que des incultes. On n'accorde pas la moindre importance aux agitations idéologiques de M. Macron et sa bande. C'est le mondialisme. Donc aujourd'hui, le panafricanisme est anti-mondialiste, par excellence. Il est anti-mondialiste. Et les forces mondialistes dans le monde ne se trouvent pas pour le moment du côté de la Chine et de la Russie. Donc vous voyez, dans cette diversité des courants, des familles, il y a des bornes qui permettent de distinguer. Voilà, de distinguer. Donc, et sur cette question, c'est très simple. Tous ceux qui insultent ce qui dénoncent l'accord, c'est très simple. Leurs arguments à la fin concourent à quoi? À rendre Kagame fort et ses parrains, ou bien à contribuer d'une manière ou d'une autre à libérer la RDC. C'est pour ça. La deuxième chose, c'est de savoir, est-ce qu'on a affaire de bavardage simplement de plateau, sans responsabilité? Bavardage de plateau ne veut rien dire. On peut tout construire sur un plateau, parce qu'on n'a aucune responsabilité. On est dans un salon de coiffure, c'est très beau. On boit l'eau, on peut me cirer du caviar et donner des leçons. Mais est-ce qu'on tient compte des réalités de la situation? Et ce qu'on appelle une espèce de hiérarchie de responsabilité, que ce soit du point de vue historique, que ce soit du point de vue factuel, que ce soit au niveau de la sous-traitance historique que les États africains se donnent, n'est-ce pas, au service de l'impérialisme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, revenons donc sur cet accord, cet événement qui a crispé le monde africain, et pour ne pas dire le monde entier, depuis le 27 juin 2025 à Washington, où un accord de paix a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Monsieur le Président, nous savons que cet accord vise à mettre fin au conflit entre les deux nations sœurs, c'est-à-dire des Grands Lacs, pour empêcher, pour ne pas dire pour empêcher les crises qui durent depuis près de 30 ans. Monsieur le Président, si nous voulons ici rappeler que l'article 2 de la Convention de Genève dispose qu'un accord est un engagement écrit entre deux sujets de droit international, principalement les États et parfois les organisations internationales, par lesquelles ils s'engagent volontairement à respecter certaines obligations juridiques. Si un accord de paix interne est signé sous l'égide de la communauté internationale, il peut être doté d'une valeur quasi internationale. La résolution 2773 du 21 février 2025, à son point, demande à la force de défense rwandaise de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans condition préalable. Monsieur le Président, malgré ces efforts incessables de la République démocratique du Congo qui ont débouché sur cet accord que je viens de citer, Monsieur le Président, au regard de la pratique du droit politique international, Monsieur le Président, le présent accord est-elle, si je peux dire, en faveur de la République démocratique du Congo? Bien évidemment. Je voudrais saluer ici d'abord le peuple congolais qui a résisté avec les moyens qu'il avait sous sa main. Si. Face à une armée internationale cachée derrière le Rwanda et le M23 qui depuis 30 ans massacre les Congolais. On a près de 20 millions de morts, chiffre officiel. Viole les femmes, tue des bébés, génocide. Et tout ce que je dis se cristallise dans un drame humanitaire, dans une tragédie humanitaire indescriptible, insoutenable et insupportable. L'Est du Congo, c'est une honte pour l'humanité. C'est une honte pour l'Afrique. L'Est du Congo, c'est pire, sinon c'est Gaza. C'est Gaza. L'Est de la RDC. Nous sommes à près de 6 millions de personnes déplacées. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Donc j'ai eu pensé, avant de commencer
Ma réponse, j'ai une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent. J'ai une pensée pour les familles. Si, président. J'ai une pensée pour les morts. Il faut commencer par là pour interpeller les bavards, les méchants et les intrigants professionnels qui s'acharnent sur le président Tshisekedi et qui ont pour travail de dénigrer l'accord en se cachant derrière un faux nationalisme de circonstances hypocrite, en se cachant derrière une espèce de maîtrise des dossiers diplomatiques qui ne sert strictement à rien. En convoquant la résolution 2773 du 21 février 2025, c'est très important. Si, président. Ça permet de poser une première balise sur notre démarche, à savoir que l'accord ne tombe pas du ciel. Donc, ceux qui l'analysent comme un événement factuel qui tombe du ciel, et qui sont les spécialistes d'un accord sans début ni fin, sans contexte, sans histoire, sont pitoyables. Votre élément que vous mettez là démontre que l'accord vient de quelque part. C'est la conséquence d'un processus. Il faut donc l'analyser en tenant compte de son caractère processuel qui va nous conduire à faire 2, 3, 4 remarques fondamentales. Avant cet accord, il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait la tragédie, c'est-à-dire le massacre des populations sous l'indifférence de ce que vous appelez la communauté internationale. En fait, c'est qui massacrait par Kagame, par l'Ouganda, le M23. Sous la différence de la communauté internationale, de l'ONU, de tout le monde. L'ONU faisait des rapports et on cachait ça sous le tiroir. Il faut bien voir, on fait des rapports, on cache sur le tiroir. On met ça sur le tapis, on couvre. On tuait avant l'accord. Le monde s'en fichait de la RDC. Ce conflit, malgré son caractère universellement tragique, n'intéressait pas les médias dans le monde. Personne n'en parlait. C'est tout ça qui a décomplexé M. Kagame au point qu'il allait signer un accord avec l'Union européenne pour vendre des minerais de sang illégaux, pour vendre un butin qui était le résultat de massacres, de génocide, mais de négation de la souveraineté d'un pays. Donc, négation totale du droit international. On est retourné à une rapine éhontée, décomplexée, qui nous a amené dans les siècles passés, 15e siècle, où il suffisait de fondre sur un pays, arracher ses ressources, tuer ses populations, s'installer, et à partir de là, établir un droit qui était une voie de fait. C'est-à-dire la justice du vainqueur, le droit du puissant, le droit du voleur, etc. Donc, on était à ce niveau avant cet accord. Il faut encore rappeler à tous ces bavards que pendant que le Rwanda, la machine rwandaise, au service de la communauté internationale de criminels, dont l'État profond américain, l'Union européenne et la France, a lancé la guerre contre la RDC, a agressé énième fois la RDC en conquérant les villes que nous connaissons, Goma, Bukavu, et a massacré la population. Où étaient les bavards là pour défendre la RDC? Ils étaient où? Ils étaient où? Je répète, ils étaient où? C'est une question pertinente, président. Ils étaient cachés dans la paix de leur salon brouillère, de tout ce qu'on faire, et regardant la télé, se moquant de la RDC, etc. Et en insultant la RDC d'être justement agressée, donc incapable de se défendre. Un homme s'est levé contre ça. Je m'en fous de son passé, le président Tshisekedi. Il a dit, ok, c'est pas grave. Je ne me laisserai pas faire. Je n'ai pas d'armée. J'ai un peuple divisé. J'ai des politiciens, adversaires politiques, antipatriotes, n'ayant aucun sens de l'intérêt supérieur du pays. Je me battrai. Et qu'est-ce que j'ai sous la main?
Qu'est-ce que j'ai sous la main? N'ayant pas d'armée, mais j'ai mes ressources naturelles. Malgré tout, on reconnaît quand même que je suis encore le président de la RDC au niveau international. Je veux donc mobiliser ces ressources-là au plan diplomatique pour déjouer les pronostics de M. Paul Kagame et ses patrons et renverser la situation. C'est ça le pari de tout ce qu'il avait sous la main. J'ai une pensée pour les Ouazalendo et tous les patriotes congolais qui ont dit pour l'instant, le débat ce n'est pas de savoir si c'est un bon président ou pas, c'est de sauver le pays. Et on sauve le pays en se mettant derrière le chef de l'État, à partir du moment où on a compris l'enjeu. Parce que, sauf à croire que le Rwanda est le pays le plus parfait au monde, on ne conçoit pas qu'au Rwanda, il y a des gens à l'heure actuelle qui se lèvent et disent deux mots contre Paul Kagame, mais ils vont disparaître parce que c'est un tueur. On ne conçoit pas en Ukraine aujourd'hui des voix dissidentes officielles. Le voyou là, il a tout fermé. Tout est fermé. Il n'y a même pas d'élection là-bas. Il n'y a pas d'élection. Parle pas. Vous ne concevez pas dans le monde un pays qui est en situation d'agression et que des gens viennent mettre en avant les questions domestiques qui prennent le dessus sur la nécessaire union sacrée pour d'abord bouter hors du pays l'ennemi avant de reprendre les querelles familiales. Donc le débat, il est là. Voilà d'où on est parti. Un homme a cru à son pays, à sa capacité. Il s'est réveillé. J'ai dit, je m'en fous de son passé, c'est pas ça le débat aujourd'hui. Et il a fait de cette affaire une affaire internationale. Un sujet d'attention internationale. Attendez, le monde, enfin, s'est souvenu qu'il y a des valeurs et que ça fait des milliers, c'est-à-dire plus de 20 millions de morts en RDC, et que le racisme qui prévalait dans la gestion des conflits dans le monde était devenu insupportable. On a donc comment? C'est devenu un sujet. Et ça a donc abouti à des sanctions internationales. À une communauté, enfin, à un accord, à une convergence internationale sur le fait que non, c'est trop. C'est le Rwanda qui a le problème dans cette affaire. C'est le Rwanda. Convergence qui est partie de l'Afrique, qui allait juste se retenter à l'Union, à l'ONU, en passant par l'Union européenne, même si ils ne sont pas allés au bout, la Belgique, etc. Et ça a débouché enfin à cette résolution 2773 de 21 février 2025. Donc, voilà le contexte de l'accord. Voilà les conditions qui ont été créées, n'est-ce pas, pour que cet accord soit possible. Puisqu'avant ça, il n'était pas possible de vous d'amener pour quelqu'un à s'asseoir. C'était Dieu. C'était... plus il tuait, plus il devenait le plus grand chef d'État. Plus il massacrait, plus il était respecté. Plus il volait les minerais de la RDC, plus ses collègues africains se mettaient à genoux devant lui et ciraient ses chaussures. Plus il tuait, massacrait, pillait, plus son bâton de commandement, soi-disant de Moïse, s'imposait à toute l'Afrique, à l'Union africaine partout, jusqu'à la signature de l'accord honteux avec l'Union européenne. Quelqu'un n'envisageait jamais dans sa vie de s'asseoir avec ce qu'il dit. Qu'il méprisait. Qu'il méprisait. Et ce mépris a culminé avec ce qu'il a dit. C'est un vendeur de pizza. Mais vous avez vu ce voyou, ce criminel, quelques temps après avoir tenu ce discours, aller s'asseoir à Doha, tout petit, devant Tshisekedi. Or, Tshisekedi, tenant compte de rapport de force, a toujours dit, je veux parler avec Kagame. Le président Tshisekedi est allé aux États-Unis, longtemps, plus de 15 fois, sous le mandat de Biden. Parrain de M. Kagame. Je ne parle pas de rôle comme Joe Obama, les Clinton, cette affaire, on sait. C'est eux qui ont organisé le génocide, avec pour instrument principal Paul Kagame. Donc, c'est qu'il n'était pas reçu, on ne le regardait même pas. Il allait jusqu'à proposer à Kagame un partage de ressources que lui ont partagé à la fête. Entendons-nous. On a caché sur lui, ça ne vaut rien. Jusqu'à l'arrivée de notre pouvoir. Mais comment, par quelle magie on peut faire pour effacer tout ça et dire que l'accord là ne vaut rien? Il a bradé le pays, il a bradé quoi? Kagame est enfin obligé de s'asseoir. Il a signé. Et quand
on lit l'accord, il a mis l'accord dans son cou. C'est un bon accord pour la RDC. Nous allons entrer dans l'accord. Je voudrais féliciter le président Tshisekedi et lui apporter tout mon soutien. Et j'apporte tout mon soutien à la RDC. J'ai dit depuis longtemps que la RDC ne tombera pas. Monsieur le Président, cette émission est consacrée vraiment à cet accord et nous allons entrer dans le cœur de cet accord. Nous savons que vous l'avez lu, vous l'avez analysé. Mais pour le moment, nous allons rester sur... Vous avez convoqué et vous avez apprécié la dimension diplomatique du président Tshisekedi et les effets positifs, comme cet accord, c'est l'une des preuves des effets positifs de la diplomatie Tshisekedi. Mais, Monsieur le Président, l'histoire nous enseigne autre chose dans les différents accords de paix. Parfois, dans l'application des différents accords de paix, il y a des faiblesses significatives que certains États ont souvent eu à affronter. Et j'aimerais présenter 3 exemples, si vous voulez, pour permettre de bouger un peu ou un peu de tester la solidité de cet accord. Parce que au sein de la République démocratique du Congo, les gens soif vraiment de la paix et veulent croire que cet accord va vraiment rappeler la paix. Monsieur le Président, donc là, nous sommes en 93 entre le gouvernement Hutu rwandais et le Front patriotique rwandais, dont le but était d'intégrer ceux du FPR dans l'armée du gouvernement. Et ça, c'est l'accord qui a été signé à Arusha, comme je disais tout à l'heure, en 1993. Mais sauf que celui-ci n'avait pas été appliqué suite au crash qui a coûté la vie du président rwandais Juvenal Habyarimana. Et nous avons tous souvenir de ce crash. Le deuxième exemple, Monsieur le Président, c'est l'accord de paix d'Alger entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Cette fois-ci, c'était en 2000. C'était censé mettre fin à la guerre dans la délimitation des frontières. Mais, Monsieur le Président, l'Éthiopie avait refusé d'appliquer certaines dispositions de cet accord et qui a gelé ainsi la paix pendant 2 décennies, c'est-à-dire 20 ans. Et l'autre exemple que je vais prendre, ça nous touche parce que c'est l'Afrique centrale aussi. C'est l'accord de Site signé en 2007 entre la RCA et le Soudan qui était censé résoudre le conflit frontalier et mettre fin au soutien du Soudan au groupe rebelle centrafricain. Hélas, Monsieur le Président, la signature de cet accord avec la médiation libyenne n'avait pas empêché les affrontements et même les flux d'armes dans la région. Il y a toujours la bande des flux dans cette région. L'analyse des accords dans l'histoire sur l'application, sur les difficultés d'application des accords, nous pousse, Monsieur le Président, de vous poser cette question. Quelle est la particularité de l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda? Est-ce que cet accord a une particularité d'apporter la paix, cette paix que vraiment depuis déjà 30 ans que nous voulons en République démocratique du Congo? Bon, comparaison de par raison. Je peux comprendre que vous décidez de comparer et en additionnant des accords non respectés ou qui ont traîné pour aboutir, vous soyez pessimiste. C'est un pessimisme qui est normal et juste au regard de l'expérience que nous avons de ce qu'on appelle la communauté internationale et la manière dont celle-ci conçoit les accords. Donc vous n'êtes pas dans le tort en étant pessimiste. Mais le rôle des combattants, le rôle des personnes qui luttent, le rôle de ceux qui ont à charge un pays comme la RDC, ce n'est pas d'avoir un choix entre le pessimisme et l'optimisme. C'est de rendre possible ce qui est souhaitable. C'est de profiter des opportunités et d'avancer. Et quelles sont ces opportunités, Monsieur le Président? Mais attendez, je vous réponds, je suis en train de vous répondre. C'est important d'abord, n'enfermez pas, ne réduisez pas cet accord et sa portée dans le pessimisme qui est généré par l'inefficacité des accords précédents en tel endroit ou à tel lieu. J'ai dit que vous avez raison d'être pessimiste, mais je vous ai dit aussi, et c'est le plus important, les peuples, les dirigeants qui gèrent des tragédies n'ont pas le choix entre l'optimisme et le pessimisme. Ils doivent faire avec les contraintes et à chaque fois glaner des espaces et ouvrir, élargir les possibilités pour la paix. Même si on n'atteint pas la paix, il ne faut pas cracher sur une étape qui est franchie pour arriver à la paix. Ceux qui s'en fichent de ces petits pas
sont ceux qui ne sont pas sous les coups de la tragédie et qui vivent choisir dans la paix, entre guillemets, en attendant le tour. Mais ceux qui pleuvent les bombes tous les jours, ceux qui perdent leur famille, ces femmes violées, toutes ces personnes victimes de cette tragédie, de cette horreur, connaissent la valeur d'une avancée qui permette de la respiration. C'est comme ça qu'il faut aborder cette affaire. Pour ne pas sombrer dans, d'un côté, le pessimisme, d'un désespoir, et de l'autre côté, l'irresponsabilité caractéristique des bavards et des donneurs de leçons. Irresponsable. Quand je dis ça, cet accord est spécifique. Ce que vous avez tout à l'heure convoqué sont des accords qui ont leur spécificité et qui diffèrent de ce qu'on a entendu vivre en RDC. Ce sont tout au moins des accords de paix aussi, monsieur le Président. Non, mais vous ne pouvez pas les déconnecter de leur contexte. Vous ne pouvez pas faire abstraction de leur spécificité. C'est-à-dire c'est important pour bien comprendre ce qui se passe en RDC. Outre Rwanda, l'accord d'Arusha, bon, sauf pour les naïfs, hein, ceux qui sont informés savent que l'accord d'Arusha ne pouvait pas empêcher le génocide qui est déjà programmé. Quand on voit l'histoire du FPR, quand on voit l'histoire du Rwanda, quand on regarde l'État, ceux qui sont informés savent que ça ne pouvait pas empêcher qu'il y ait le génocide. Pour ne parler que de ça. Et les États-Unis, qui étaient l'acteur majeur de la dynamique en cours, qui était une dynamique génocidaire, et leurs complices avaient un programme clair à travers Paul Kagame et M. Museveni. Et ce programme avait été mis en œuvre dans la préparation, l'organisation, la manière qu'on a armé le FPR, les ouvertures à l'international qui leur étaient garanties, etc., etc. Et toute propagande qui a diabolisé à l'extrême les Hutus. Diabolisation à l'extrême de Hutus. Et qui, d'office, avait déjà présenté les Tutsis comme étant des victimes. Donc, c'est aujourd'hui avec le recul. Et ce qui se passe, qu'on comprend, que beaucoup de gens comprennent en fait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette affaire. Donc, l'accord d'Arusha, ce n'est pas la même chose. Parce que cet accord d'Arusha, ceux qui l'ont signé, les rapports de force entre les garants informels ou formels des accords d'Arusha étaient largement en faveur de M. Paul Kagame et son FPR. Largement en faveur. Autrement dit, vraiment, l'accord d'Arusha n'avait rien à voir avec ce combat aujourd'hui, le cas de la RDC. Rien à voir. Vous avez d'un côté un gouvernement, parlons comme ça, Rwanda à l'époque, dirigé par Habyarimana. Un jour, on sortira de cette catégorisation ethnique outrancière et fausse qu'on nous a imposée pour analyser le conflit rwandais. On en sortira un jour, rassurez-vous. Si. Mais c'était un gouvernement dirigé par M. Habyarimana. Un gouvernement qui avait, quoi qu'on dise, une certaine plénitude de son autorité, quoi qu'on dise. Vous avez d'un côté les États-Unis, la rébellion rwandaise, FPR, et l'État d'Ouganda, pour ne pas citer les autres, qui étaient clairement engagés dans une dynamique d'en finir, pas, sous couvert d'empêcher un génocide, dans une dynamique de le déclencher. Et le déclencheur s'appelle Paul Kagame à travers la destruction, l'abattement de l'avion qui portait le président Habyarimana et je crois du président burundais. Je crois, Dadaye et Habyarimana. C'était clair et net. Vous avez l'accord hérité Éthiopie. On a ici pratiquement un mouvement de décolonisation, d'indépendance contre l'État établi. L'hérité, et vous savez que l'hérité a mené la plus longue guerre, on l'oublie, la plus longue guerre de libération qui existe sur le continent. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ce conflit entre l'hérité et l'Éthiopie. Historiquement, c'était un même peuple. C'était un même peuple, pratiquement même le même pays, historiquement parlant. Les accords ECA-Soudan
s'inscrivent dans une particularité qui ne correspond pas à ce qu'on vient de dire. Une chose est que des États, à un moment donné de leur histoire, se retrouvent fractionnés dans des conflits qui amènent une partie de la population à créer une rébellion, chercher les alliances internationales pour venir détruire l'État qui est en place. C'est une chose. Un combat de libération, de décolonisation, c'est une chose. Un conflit interne qui déborde sur notre territoire, si on prend le cas de la RCA et du Soudan, qui déborde sur notre territoire, alors que ce territoire lui-même est déjà sous le coup d'une fragmentation organisée par les puissances internationales pour la captation des matières premières, c'est autre chose. Mais ici, la RDC, c'est spécial. Voici un pays qui, depuis la conférence de Berlin, n'existe plus. N'est plus la propriété de ses populations. Je répète, voici un pays qui, depuis la conférence de Berlin, n'est plus la propriété de ses populations. Et que les indépendances formelles qu'on lui a concédées, la première, on l'a rendu indépendant pour qu'il soit la propriété d'un voyou, un assassin, un criminel qu'on appelle Léopold II. Et après qu'elle devient indépendante, c'est pour être la propriété des Américains, dans le cadre d'une préemption négociée entre la famille royale belge, l'État belge et les États-Unis. Et lorsque Lumumba s'est levé pour dire non à ça, nous connaissons la tragédie individuelle qu'il a vécue. On l'a assassiné dans les conditions les plus horribles que l'humanité ait connues. Et le drame de ce pays commence. Vous êtes dans un pays dans lequel la MONUSCO, l'ONU est installée depuis les années 60. Mais dont la présence, non seulement a été la négation de la souveraineté, la continuité de la négation de la souveraineté de ce pays, mais a été l'expression internationale, l'expression des combines internationales, des manœuvres internationales pour empêcher que ce pays ne reproduise plus une dynamique historique semblable à celle de Lumumba. Jamais. Et pour ça, on a mis en place une série de procédés. Donc, commençons par le fait que le pantin qu'on a mis en place, Mobutu, était clairement un agent de la CIA avec un matricule. Il a garanti un semblant d'unité territoriale, mais toujours pourvu qu'on admette que les matières premières de la RDC n'appartiennent pas à ce pays. Quand Mobutu s'est affaibli et que ces velléités ont fâché ses patrons qui ont attendu la fin de son rôle historique avant la fin de la guerre froide, on nous a fabriqué une coalition, on nous a créé de nouveaux Bismarck des Grands Lacs. Mais ils sont des faux, parce que le vrai Bismarck, lui, c'est un patriote allemand. C'est le Prussien que nous connaissons tous. C'est un patriote allemand, Bismarck. Mais on a fabriqué des faux Bismarck qui sont des traîtres à un continent et au peuple africain. Et la grandeur était conditionnée par le niveau de docilité, et le moins petit, à l'égard des Américains. Ils étaient grands parce qu'ils étaient l'instrument et les gens conscients de la continuité, de la négation de la souveraineté de la RDC et du fait que les matières premières de ce pays n'appartiendront jamais à la population. Ça dure, si on prend l'arrivée de Kabila au pouvoir, simplement, cette référence, chute de Mobutu, arrivée de Kabila au pouvoir à travers la fameuse alliance ADLF, l'Alliance démocratique des forces de libération du Congo, des bêtises comme ça. Si on prend cette référence, ça dure 30 ans. Monsieur le Président, où est-ce que vous en venez? Je suis en train d'avenir à deux choses. Que le contexte est totalement différent des accords que vous convoquez. C'est différent. Mais tout le monde, il y a les points saillants dans cet accord. Et là, ça va nous permettre d'entrer dans le contexte. J'arrive, comprenez très bien. Deuxièmement, je veux poser le préalable d'une discussion sereine, à savoir, il faut évacuer rapidement toute la propagande qui est déversée contre ce pays, contre cet accord. Tout à fait, tout à fait. La RDC n'a jamais été souveraine. Jamais. Même quand elle a eu un semblant à M. Mobutu, on a vu que ça vaut comme Mobutu est tombé. Et ce n'est pas le fait du hasard. Ça participe d'une organisation géopolitique claire. Si on fait seulement de ne pas voir ça, qu'on se taise sur ce point, on se tait.
C'est un fait. En Angleterre, après, il y avait des gens, soit qui font exprès, soit qui ne savent pas de quoi on parle. Ce pays n'a jamais été souverain. Concept de faire un procès, c'est ce qu'il dit, d'avoir vendu la souveraineté nationale. Elle n'a jamais existé, de fait, elle n'a jamais été existée. La souveraineté est formelle, elle l'a vidée de tout contenu concret qui puisse la rendre réelle. Et pourquoi ça réel, c'est que la RDC est une véritable armée qui protège son territoire. Et le jour où la RDC va être en mesure d'avoir une armée qui fait ce travail, ça en sera terminé de l'impérialisme en RDC. C'est une longue bataille. Il faut arrêter de faire ce procès là, c'est ce qu'il dit. Donc c'est clair. La deuxième chose, c'est que là où il n'y avait rien, parce qu'on ne considérait même pas que la RDC avait un dirigeant. Parce que Kagame a estimé que je n'ai pas d'interlocuteur. Et ça se voyait par son comportement, que ce soit les gars des accords de Nairobi. C'est bien beau de parler de ça. Quel sort Kagame a réservé aux accords de Nairobi et de Luanda? Le mépris. Qu'il fallait venir signer, il ne vient pas. De quoi est-ce qu'on parle? Et vous êtes ces gens qui parlent de souveraineté là, attendez, qui prennent maintenant là, quand Kagame piétinait et méprisait les accords de Luanda et les accords de Nairobi, il était où? Mais parce qu'il était très sûr de lui, fort de sa protection internationale, fort de ses soutiens internationaux, fort du rôle qui était le sien dans le partage des responsabilités et du rôle politique dans le cadre des Grands Lacs, parrainé par Washington. Mais un événement a surgi, la défense ici. C'est que depuis 30 ans, est arrivé au pouvoir aux États-Unis quelqu'un qui est en guerre contre l'État profond, c'est-à-dire contre les parrains de M. Kagame. Je ne veux pas savoir leur bataille. Ça peut être les batailles pour la captation des richesses, peu importe. Mais il est en guerre avec eux, il les a battus. Et lui, il est ouvert. Lui, il n'est pas d'accord avec Kagame. Il ne considère pas que Kagame est son interlocuteur. Lui, il considère que mon interlocuteur, c'est Etienne Tshisekedi. Ça change la donne. Nous allons analyser les acteurs, monsieur le président. Il a donné trop, nous allons analyser. Vous ne comprenez pas cet accord si vous évacuez ce que je suis en train de vous dire. Oui, mais monsieur le président, vous êtes très suivi. C'est pour ça qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il est important d'évacuer et de clarifier. Nous avons reçu l'appel de Londres. Il y a les communautés congolaises très impliquées dans la diplomatie congolaise qui ont appelé aujourd'hui, avant l'émission, ils vous suivent, monsieur le président. Donc, il est important pour nous de vous poser cette question pour évacuer. Quand je vous pose cette question, vous me permettez, monsieur le président, quand je vous pose cette question en relation avec les différents accords dans l'histoire ou au niveau de l'application, il y a eu des faiblesses. C'est justement parce que, monsieur le président, il y a quelques points saillants. Au niveau du Rwanda, c'est-à-dire pour la partie rwandaise, la condition principale porte sur la neutralisation des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. C'est une forme de milice armée que les Rwandais disent qu'ils sont Hutus et qui sera encore très actif sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et la diplomatie rwandaise clame haut et fort tout le temps. Et tout récemment, c'était le 4 juillet, Kagame a fait une sortie dans une conférence de presse où il dénonçait ça, que l'accord signé le 27 avec le Congo doit prendre en compte, c'est-à-dire la destruction vraiment du FDLR, sinon cet accord ne sera jamais appliqué. Et du côté aussi de la partie congolaise, il parle depuis du désengagement des forces rwandaises sur le sol congolais. Ça n'a pas encore été fait. Il parle de l'affirmation de la souveraineté de la RDC et le respect de l'intégrité du territoire national congolais qui constitue des exigences incontournables. Et le président Tshisekedi, il tient beaucoup. Et lorsqu'on analyse, monsieur le président, ces différents points CA, pour que cet accord fonctionne dans son applicabilité, on constate que ce n'est pas respecté. Jusqu'à maintenant, l'accord est signé, mais ces points CA continuent. Le FDLR, c'est-à-dire la force de libération du Rwanda qui est au Congo, n'a pas encore été désarmé. Le M23 n'a pas encore été désarmé, c'est-à-dire le Congo n'a pas encore retrouvé sa souveraineté. Monsieur le président, c'est pour ça que nous vous posons cette question, d'analyser la puissance de l'applicabilité de cet accord au regard même de l'architecture qui travaille le droit international en ce moment. Bon. L'accord international, fut-il le plus bien élaboré, sous la forme et sous le fond, vaut par l'assurance et la sécurité que lui apportent ses garants. Un accord international, ça vaut pour les garants. C'est-à-dire capable de déployer la puissance nécessaire pour que l'accord soit réellement applicable. Garant. Et là, vous êtes appelé qui? Non, j'arrive. Parce que c'est facile de vous dire, de commencer à lire article par article. C'est qu'il n'a rien bradé. Depuis le préambule jusqu'à la fin, c'est-à-dire le comité de surveillance, lisez article par article. C'est un excellent accord pour la RDC. Mais est-ce que ces deux points quand même figurent dans... Oui, bien sûr. Okay. Mais sauf que vous ne voyez pas la contrepartie.
C'est-à-dire que la liquidation des LD, voilà, comment on appelle, le fameux prétexte de M. Kagame FDLR est conditionné par la reconnaissance et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, est conditionné par la reconnaissance et la prise en compte des résolutions des Nations Unies. Et ces résolutions sont claires. Si on est seulement au sens stricto-sensu de la diplomatie, qui est basée de manière fondamentale sur les résolutions des Nations Unies, en cas d'espèce, si on parle de droit international, les résolutions des Nations Unies, hein, ensuite la Charte des Nations Unies. L'article 39 et 42. Voilà, Charte des Nations Unies en termes de respect de souveraineté que le Rwanda a signé, etc. Donc, si on se base sur cela, le Rwanda est condamné. Il est condamné. Il n'est pas désigné de manière spécifique dans cet accord comme étant agresseur. Mais c'est clairement dit dans la résolution des Nations Unies. C'est clairement dit. Donc, comme on est dans la diplomatie, et que maintenant on a dit que bon, ok, on négocie. Quand on négocie, on donne des petits cadeaux à celui avec qui on négocie. Mais les cadeaux qu'on lui donne valent par le contenu de l'accord et ce que l'accord dit, mais surtout par les garants de l'accord. Tout cet accord, quand vous le lisez, Tshisekedi a fait preuve d'une intelligence extraordinaire. La RDC avance. Je vais vous démontrer pourquoi. Allez-y, Monsieur le Président. Le principal garant de cet accord, celui qui a imposé l'accord entre les deux, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Oui, mais c'est valable parce que les États-Unis ont parrainé. Très bien. Non. Eux-mêmes ont voulu cet accord. Attention. Quand vous faisiez le mot parrainé, Monsieur le Président. Non, parce que le mot parrainé, c'est jouer le jeu de Trump et les Américains. Parce que tout à l'heure, on va parler de manière particulière. Si. Trump voulait cet accord. Cet accord, c'est la conséquence d'une convergence entre la volonté du président Tshisekedi, son patriotisme quand à la nécessité de relever son pays. Tout à l'heure, je vous ai dit quel était le levier réel qu'il avait sous la main. Exactement. Très bien. C'est qu'il y a vu une opportunité qui s'est présentée, la chute des parrains de Kagame, la chute des patrons de Kagame au niveau du pouvoir américain, et c'est la donne fondamentale. C'est la donne fondamentale pour analyser l'accord. L'accord, ça ne veut rien en lui-même. L'accord, c'est un bout de papier. On peut faire les leçons de diplomatie à qui? C'est un bout de papier, ça ne vaut rien en lui-même. Ça vaut parce qu'il y a une nouvelle donne géopolitique internationale, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Son arrivée au pouvoir est défavorable à Paul Kagame, le criminel. Donc, au-delà de cette convergence, celui qui veut cet accord s'appelle Donald Trump. Pourquoi? Il veut les matières premières. Il veut les minéraux. C'est ça l'accord. L'accord, ce n'est que le bout de papier ici est la façade légale, est la façade politique que l'État américain a besoin. D'abord pour que l'accord soit reconnu comme un accord d'État, pas une transaction entre deux personnes, un accord d'État. Ça vaut ce que ça vaut un accord d'État. Il y a ça. Et deuxièmement, pour que maintenant l'Amérique puisse jouir, l'Amérique sous Donald Trump, puisse jouir de l'accès à ces matières premières en échange de ce qu'elle va rapporter à la RDC en termes de contrepartie. Voilà l'accord là. Tout ce qu'on a écrit là, c'est ça. Présenter les manières diplomatiques. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école primaire, de fréquenter longtemps pour comprendre que le président, c'est pour qu'il perd de manière mécanique, il a perdu. De ce point de vue, mes chers amis, celui qui est enterré ici, est-ce que la first image s'appelle Donald Trump? Il a besoin de ça. Dans un monde où la concurrence pour l'accès aux minéraux rares sont pour l'instant au profit de la Chine au détriment des États-Unis. Trump veut rééquilibrer le rapport. Et c'est urgent. C'est pas seulement urgent par rapport à ça, hein. C'est urgent même par rapport à la monnaie Bitcoin qu'il veut lancer pour anticiper sur le déclassement du dollar au niveau international. Donc, c'est un accord nécessaire, c'est vital pour les États-Unis. Voilà le moteur de cet accord. Surtout que nous rappelons que les États-Unis ont investi 700 milliards de dollars pour les 30 à 50 prochaines années dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est vital. L'Est là, c'est le premier
gisement mondial de coltan. Je ne parler que de ça. Et c'est capital pour ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je ne parle pas des portables, tout ça. C'est capital. Donc, monsieur Tshisekedi ne va pas laisser ça pour faire plaisir à long chemin de fer, le criminel. C'est fini. Et c'est ça le moteur de cet accord. Donc, le gagnant, c'est la RDC, monsieur Tshisekedi, parce que Trump ne peut pas exploiter les matières premières sans y apporter la sécurité. Il ne peut pas. Donc, pour l'instant, Tshisekedi dit que, bon, ok, Dieu a caché beaucoup de choses. On va découvrir ça. Et ça va encore rendre très attractif la RDC. Mais non seulement de ça. Donc, le galant de cette affaire, membre du comité de surveillance, États-Unis, Si. c'est le patron de tout ça. C'est le patron de Paul Kagame, c'est le patron du Qatar, c'est le patron du M23. Donc, l'Amérique, c'est le capot du Touti. C'est-à-dire qu'à la différence que maintenant, la tête du chef de la mafia a changé. Et qu'il y a un nouveau chef mafieux qui est arrivé, dont les intérêts lui demandent de traiter rapidement avec Tshisekedi. Du coup, donc, Trump a intérêt que la cause soit respectée. C'est pour ça qu'on peut comprendre le fait que dans l'accord signé avec la RDC, le M23 n'est pas partie prenante. Et ça énerve beaucoup Kagame parce que dans les différents tweets, on constate qu'il sabote même les négociations qui ont cours à Doha en ce moment entre la République démocratique du Congo Non, et il a le un deuil. M23. Il a un deuil. Il a un deuil, monsieur le président. Regardez-le. Il a perdu qui, monsieur le président? Sa superbe, son arrogance. L'arrogance. L'économie du pays est à terre. Il a dit à son peuple que les temps difficiles. Il a fait un discours pour dire ça. Pourquoi il n'a pas dit ça hier? Pourquoi il a dit que les commence le monde entier qui avant culpabilisait sur le génocide rwandais. Comment on organise la culpabilisation du monde entier pour Israël? Kagame est petit Israël. Sa rente mondiale, génocidaire, sa rente, qui faisait que chaque année le monde entier venait demander pardon. On vous a laissé tuer 1 million de personnes, etc. Et ça générait de l'argent. Ça générait une économie de la rente mémorielle qui rapportait plein d'argent au Rwanda. Tout ça est tombé. Tout ça est tombé. C'est fini. Tout ça est à terre. Et les Rwandais, c'est leur matin disent que mais le type-ci n'est plus un horizon indépassable. C'est fini. Donc, vous voyez, il y a des choses que... Comment on fait pour ne pas voir ça? Pour aller dénigrer. D'ailleurs, c'est la bande de Kabila et de Kagame qui dénigre le corps. Mais le dénigrement est annulé par le deuil que pour Kagame. En plein tout. Il pleure. Pourquoi donc il pleure si l'accord est son avantage? Pourquoi il pleure? C'est qu'il ne pleure pas. Lui dit que c'est un accord historique. Pourquoi? Mais c'est à son avantage. L'Amérique ne peut pas laisser l'occasion extraordinaire qu'il a d'avoir les matières premières. Voilà. Sauf que je répète, ce n'est pas un accord exclusif. Mais monsieur le Président, si vous permettez... Puisque l'accord même dit que on n'interdit pas d'autres initiatives internationales visant, entre guillemets, à renforcer les dispositions de cet accord. Monsieur, si vous permettez, à vous entendre parler, vous avez essayé de soulever un certain nombre d'éléments qui sont très importants concernant cet accord. Hier, le président Donald Trump a confirmé une rencontre pour la signature finale des accords. Monsieur le Président, bon, lorsque Donald Trump le fait... Attendez, vous allez vite. Ce que Kagame a fait hier. Si, monsieur le Président. C'est la CENCO. Vous avez oublié la CENCO? Non. La CENCO, co-génocidaire, la CENCO, organisation criminelle de la hiérarchie catholique, a tout fait pour annuler. Du jamais vu. Donc, les Africains qui rêvent encore de ce que le Vatican peut être utile à l'Afrique, ils en ont pour leur compte. Je ne me lance pas le Vatican à la fois des chrétiens. Hein. Si, le chrétien de base, là, non, il croit ce qu'il veut. Je parle du Vatican, dont la CENCO est un démembrement au plan diplomatique. La CENCO. Alors, vous avez vu ça où? Si ce n'est pas être vampire, si ce n'est pas le vampirisme, c'est quoi cette affaire? Le comportement de la CENCO. Elle a échoué. Mais monsieur le Président, comme j'ai dit qu'elle a échoué. Monsieur le Président, mais... Et les Congolais doivent ouvrir sur leur CENCO, qui ils sont, et se comporter en conséquence.
Je ne l'ai pas dit, je répète encore. Je fais la différence entre la Senko et les chrétiens catholiques. Attention, c'est pas la même chose. Mais il faut avoir le sur la Senko et les traités, ce sont des traîtres. En Bongo, c'est un traître. Tout ce sont des bandits et des traîtres. Bandits, traîtres. Et il faut les traiter comme ça. On a même vu ça. Mais la Senko l'a fait. Parce qu'ils sont aux ordres de Paul Kagame. Et le lobby mondial qui a décidé que la RDC ne sera jamais maîtresse de ses matières premières. Oui, Monsieur le Président, j'étais en train de dire, Monsieur le Président Donald Trump a confirmé hier une signature prochaine des accords finaux concernant cet accord. Debout. Monsieur le Président, en faveur de la RDC. Concernant, voyant les agissements du président Paul Kagame concernant cet accord, pourquoi le président Donald Trump insiste donc pour le mot final? Est-ce que la première étape était juste un bout de papier et que maintenant, à la deuxième étape, on verra maintenant des applications concrètes? C'est tout. Ben, il faut signer, non? On dit signature finale, signature intermédiaire, signature finale. Kagame va donc venir dire qu'il ne signe pas. Et s'il ne vient pas, président? On va tirer les conséquences. Son patron va s'occuper de lui. Donald Trump sera en train de pousser Kagame dans les implications personnelles. Personne ne le pousse. Non, personne ne le pousse. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Le sang des innocents crie contre ce criminel, monsieur. Tout à fait, monsieur. Le sang là crie. Et malheur à ceux qui mettent le vrai Dieu de côté dans cette crise. Monsieur le Président, nous allons rester dans l'analyse économique. Si je suis dans la diplomatie, je dis que malheur à ceux qui mettent le vrai Dieu à l'écart de cette crise. Le vrai Dieu n'est pas dans une religion. Voilà comment Dieu aide une nation. Vous avez décidé d'envahir. Vous avez dit que vous allez arriver à Kinshasa pour aller attraper Tshisekedi. Mais c'est en démontrant votre force que vous êtes mort. Peut-être c'est pour ça que l'Église catholique voulait apporter le vrai Dieu. Il connaît Dieu où? En Bongola. Ce voyou là, il connaît Dieu où? C'est un voyou en sultan, il connaît Dieu où? La Sainte constitue une organisation criminelle. Que les Congolais, je dis, ils doivent s'occuper de ça, sans toucher à un seul chrétien catholique qui croit à son Jésus. C'est la même chose. Comme le Vatican. Et il faut les traiter comme tels. C'est bien compris, monsieur le Président. Nous allons donc rester sur l'analyse économique de cet accord parce que vous avez ouvert une fenêtre très importante pour le développement économique de la RDC. Oui, Kabila. Monsieur le Président, Kabila demande un dialogue national inclusif. Ah bon. Mais il ne gouverne plus Goma. Il n'est pas le président de Goma. Il ne gouverne plus. Il est revenu au bon sentiment. Non, c'est un bandit, nous l'avons dit. C'est un bandit. Il va périr. Kabila, il va voir. Voilà un pays qui lui a tout donné. Voilà comment il récompense ce pays. Alors que c'est un étranger, c'est un Rwandais. Il ne reste pas assez de temps, monsieur le Président. Nous allons analyser les implications politiques, géopolitiques et économiques de cet accord. Mais nous allons commencer par les implications économiques, monsieur le Président. Tout à l'heure, vous avez bien expliqué, comme on vous connaît dans le continent africain, la pertinence économique et même souveraine de cet accord. Monsieur le Président, si nous sommes d'accord que cet accord vient nationaliser les ressources minéraires de la République démocratique du Congo, on aimerait savoir, monsieur le Président, les conséquences positives dans les implications économiques qui permettront à Tshisekedi de reconfigurer son espace économique au sein du accord qui n'apporte la RDC. Mais pourtant, ils souverainisent ces ressources. Je vais vous expliquer. Malgré le fait que c'est une grande opportunité historique, le seul avantage de cet accord, c'est qu'il va permettre à ce pays de respirer, de se donner les moyens de rendre réelle la souveraineté de la RDC sur tout l'étendue de son territoire et de lever une armée capable de protéger la RDC. Je le répète. Le reste est là. C'est quoi? C'est les matières premières vers les êtres humains. On veut sauver les êtres humains. Mettre fin à un cycle de tragédie qui a ravagé la vie des femmes, la vie des bébés, la vie des êtres humains. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans ces zones-là. Vous n'imaginez même pas. La vie a cessé d'exister là-bas. C'est pour ça que Dieu a entendu le cri de cette population. Et les matières premières ne valent rien. Il y a un problème. Certes, la RDC va bénéficier des gains mécaniques liés à l'accord. L'État de la RDC va signer avec les États-Unis en termes de redevances, en termes d'investissement.
d'infrastructures, d'investissements, etc., qui seront liés à toutes les chaînes de valeur résultant du fait que les minerais doivent quitter de l'aide RDC pour arriver aux États-Unis. Ça, c'est d'abord le plan, parlons comme ça. Le plan, oui, ça, c'est le plan en termes de circuit, n'est-ce pas, économique. C'est dans ça qu'il faut regarder les perspectives. Un État négocie en économie de manière en force quand il est fort. La RDC est faible. Elle ne va même pas négocier en position de force, comme si elle vendait les matières premières en tant qu'État qui a une armée, une capacité de défendre sa souveraineté et de rétablir l'ordre sur tout le temps. La RDC va perdre en gain parce que sa faiblesse vient de près de 30 ans de destruction de l'État, d'absence de l'État. C'est le problème. Mais c'est un très grand bon. C'est un très, très grand bon. Ça va, en stabilisant le front Est, la RDC va enfin s'occuper de la RDC. En peu de temps, au moins ça. Pour moi, c'est plus important que l'argent qui va tomber. C'est quoi Doha? Parlons de Doha. Quand on parle économique, parlons de Doha, c'est quoi? Parce que le Qatar a investi énormément au Rwanda. Sûr de ce qu'il n'y a rien en RDC. Il n'y a pas de président, il n'y a rien. Et le vrai président de la RDC s'appelle Paul Kagame. Donc, la RDC a pour capitale, pour siège d'institution, Kigali. Quand Doha, au lieu d'aller discuter, investir en RDC, le Qatar est allé investir au Rwanda. Ils ne sont pas seuls. Kagame était en train de faire du Rwanda Kigali un hub de sang. Hub, des HUB, hein. Un hub de sang, mais qui était naturellement le point de passage, de relais pour le transport des minéraux volés, leur acheminement à Kigali et les premiers niveaux de transformation qu'on allait faire avant d'exporter dans les lieux où on attendait ça, en Europe, au Qatar, etc., pour acheminer ça dans les marchés. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que cette inflation aux États-Unis, chef mafieux, pour gagner de l'argent, ce qui est les gens au Rwanda. Attention, c'est ça. C'est ça, en premier niveau, de manière fondamentale, l'histoire de l'accord économique régional pour la maximisation de la rentabilité des chaînes de valeur, les gros mots inutiles qui ne veulent rien dire. Business. Donc, en bon businessman, comme on a ravagé l'Est et qu'il s'agissait de piller simplement des matières premières en l'État, et que c'est à Kigali que les infrastructures de relais ont été mises en place, les Américains, amoureux, cupides comme ils sont, vont préférer utiliser ça. Mais jusque-là, Kagame pleure. Il pleure. Parce que même là, Tshisekedi, il veille. Il veille quand même. Parce que, en retour, il va satisfaire aux exigences, lutte contre la corruption, etc. L'accord est clair. Il leur a donné ce qu'ils veulent. L'accord est clair. En termes de comment on appelle ça, de garantie de gouvernance, à savoir un climat d'affaires, code d'investissement favorable. Il va leur donner ça. Mais en retour, il va s'assurer qu'il y a des infrastructures, il y a des redevances. Donc ça va s'assurer ça. Or, Kagame sait qu'à terme, c'est très défavorable au Rwanda. Sans oublier que tu sais caché même, doubler même l'Europe que les États-Unis ont créé avec l'Angola, etc. Il veut doubler ça en lâchant ça même en passant par Kédi, le port du Cameroun. Les accords sont très avancés avec le Cameroun. Vous avez là une information? Oui, avance à ce niveau-là. Oui, avance à ce niveau-là. Donc, sur le plan économique, le péché de la RDC, ce n'est pas Tshisekedi à la matière. C'est les conséquences de 30 ans, si on prend cette référence-là, de chaos organisé en RDC, à l'est de la RDC, de pillage, n'est-ce pas, qui a désarmé la RDC et a empêché qu'elle avance pour transformer le fait qu'elle a les matières premières dans son sol et organiser sur le territoire de la RDC tous les niveaux de construction des chaînes de valeur, tous les niveaux qu'elle aurait pu construire et maîtriser s'il n'y avait pas la guerre. Donc, c'est ça le but de l'accord. Donc, l'accord, cet accord-ci, vous savez, les kabylistes,
les Kabylistes là, avec le chef voyou là, Kabila, quand il était au pouvoir, au plus fort de son règne, il a fait quoi avec la Chine. Il avait obtenu quoi de particulier? Il a fait un accord avec la Chine, où quand vous le lisez, il n'y a même pas de sécurité, il n'y a aucun volet de la sécurité, c'était 10%. Mais entre-temps, c'était un vaste lit de corruption, où chacun, on a partagé les carrés de minerais à chacun, etc. C'est ça le fou le malade mental qu'on appelle c'est Nanga. Corneille Nanga, ce traître-là, hein, qui dit que bon, maintenant, il veut ses matchs, il veut sa part de carré, etc. Donc, les Congolais revisent l'accord de Kabila, qui braille là maintenant. On faisait le même reproche à l'époque à Kabila, que tu as bradé les matières premières. Et nous, à l'époque, on a défendu Kabila. Quelle honte! Nous, on l'a défendu à l'époque. Il vient de faire le même procès, alors que la donne a totalement changé. Et que c'est la RDC qui se bat pour sortir de la trappe dans laquelle on l'a enfermé depuis 30 ans. Si on prend 30 ans pour référence. Chers internautes, vous êtes très nombreux à suivre ce direct. Nous vous rappelons que nous sommes en train de traiter le dossier de la République démocratique du Congo, notamment sur la crise qui sévit depuis déjà près de 30 ans dans sa partie Est. Et nous analysons l'accord signé le 27 juin 2025 à Washington, D.C. entre les différents ministres des Affaires étrangères. Et le président Banakani donne le soin comme ça d'analyser les différents contours de cet accord sur le plan diplomatique, géopolitique, économique. Monsieur le président Banakani, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez utilisé le mot brader et plusieurs personnes parlent du bradage. Mais sauf que dans l'analyse, dans l'histoire, plusieurs États, à l'instar de l'Arabie Saoudite, ont souvent utilisé les ressources naturelles pour la sécurité de leur pays. Et apparemment, la République démocratique du Congo est en train de faire pareil. Mais monsieur le président, quel est donc l'impact sécuritaire de cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans les Grands Lacs? Lisez les accords. Lisez 3. Chapitre 3 de l'accord. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Lisez tout ça. Vous allez voir. C'est-à-dire que quelqu'un ne me le plaît pas pour rien. Le génie de cet accord, c'est que c'est lui qui a naturellement tout à perdre. Quand c'est que dit OK, quand c'est que dit accepte de dire que OK, je vais démanteler les FDLR. Mais je voudrais vous rappeler que cet accord-ci n'a pas annulé les accords de Nairobi et de Luanda. Attention, c'est même précisé à l'intérieur. Or, les accords de Nairobi et de Luanda parlent de dynamique harmonisée pour démanteler les principaux groupes armés, dont le FDLR. Harmonisé. Donc, ça veut dire quoi? La RDC est partie prenante de cette démarche-là. Exactement. Elle est partie prenante. La RDC n'a aucun intérêt à ne pas faire ce qu'on lui demande de faire contre le FDLR. Il n'a aucun intérêt. Encore que bon, on est en plein, ce n'est qu'un prétexte. Parce que Kagame, il avait placé un sous-préfet à la tête de la RDC, Kabila. En 18 ans, le sous-préfet n'a pas pu démanteler le FDL. Bon, lui-même, depuis qu'il est allé en Goma, il est à Bukavu, la prière là. Il a arrêté combien de FDLR? Combien? Il a arrêté combien? Ils existent toujours, monsieur. Mais il a arrêté combien? Comme sa priorité, il a arrêté combien? On nous a présenté un chef de guerre là. Oui, mais c'est le seul trophée. Il a arrêté combien? Mais la RDC dit, attendez, c'est important. La RDC dit, je vais remplir ma part. Mais comme c'était un prétexte pour Kagame, parce que le FDLR, l'homme qui a l'origine de ça, s'appelle Paul Kagame, chers amis. C'est lui. C'est pour ça que quand l'ONU, quand ces patrons échouent aux États-Unis, il y a plus moyen de cacher les rapports en bas. L'ONU est obligée de faire ce qu'elle ne fait pas depuis des années alors qu'elle connaît la vérité. C'est Paul Kagame qui est le père des FDLR. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'un problème que tu as créé. Mais il y a quand même, monsieur le président, sans vous couper, il y a quand même, on appelle ça, une enquête de l'ONU qui a été publiée tout récemment et qui, justement, confirme ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Et on n'a pas le temps, il reste 15 minutes, on ne peut pas lire le rapport de cette enquête, mais juste confirmer que ça confirme tout ce que vous êtes en train de dire. Tout le temps, c'est connu. Je dis que l'homme qui a créé le FDLR, mais par exemple, tu ne peux pas chasser, attendez, tu ne peux pas vouloir construire un pays, tu chasses d'autres, les populations d'un pays, des gens qui sont génocidaires, ils vont se suicider dans la nature. La RDC est en train de payer les conséquences d'un problème qu'elle n'a pas créé. Exactement. La RDC, c'est ce que dit, tu l'as vu, la raison. La RDC est en train de payer le prix que la communauté internationale a refusé d'assumer contre la question du truc. Donc le FDL, ce n'est pas un problème pour Tshisekedi. Pas un problème.
S'il faut renvoyer les tous ces gens-là au Rwanda, le Kagame ne sera pas à les accueillir. Qu'ils ne soient pas à les accueillir. Il nous reste moins de 15 000. Mais il les appelle génocidaires. Hein. Il nous reste moins de 15 000. On va voir comment il est très démocrate, il est très gentil pour accueillir ce que lui appelle les génocidaires. Monsieur le Président, il reste moins de 15 000. Pour la question, quel serait l'impact sécuritaire dans la... Non, à partir du moment, cet accord-ci, à partir du moment où le chef mafieux a intérêt à ce que l'accord soit appliqué, c'est bon. Ça va régler le problème. Il faut que ça va donner la force à Luanda, à Nairobi. Ça va donner la force pour ces accords. Kagame les déchirer, les piétiner, les couleurs. Maintenant là, à partir du moment où les Américains ont intérêt à la paix, ça va accélérer les choses. Deuxièmement, on n'a pas intérêt, ce qu'il dit, de continuer à former son armée. Attention, on n'a pas interdit au président Tshisekedi de continuer à former son armée. Vous ne connaissez pas à quel niveau Donald Trump peut aller. Oui. Il est possible qu'on ait une manière de renforcer son approche. Je dis que, ok, je vais t'aider à bâtir ton armée. Ce n'est pas exclu. Je n'ai pas dit que c'est ça. Ce n'est pas exclu. Je vous dis que, on n'a pas. D'ailleurs, quelqu'un me commence à pleurer. Il dit que pendant qu'on dit que fin de société, toi tu armes ton armée, tu t'équipes. Il pleure. Donc, tu sais qu'il dit, l'accord ne l'interdit pas. Au nom justement de l'application de l'accord, il doit renforcer l'armée. Il doit accélérer la constitution de l'armée de la RDC. Je vais prendre cet accord. C'est maintenant. Ça va au-delà d'offrir les matériaux contre la sécurité. Maintenant, il faut qu'il monte à statut d'homme d'État en diversifiant les partis. C'est maintenant qu'il doit le faire. Dans le sens de faire pression sur cet accord en cherchant notre partenaire. Ce n'est pas interdit. Mais monsieur... Je ne sais pas si vous m'écoutez. Si, président. On est dans une stratégie diplomatique de haut niveau là. C'est-à-dire que maintenant que tu as un accord, le chef mafieux, l'Amérique est derrière tout ça. C'est le chef mafieux. Bon, la tête du chef mafieux maintenant s'appelle Donald Trump. Voilà son approche de la mafia. C'est bon. Tu l'as vu ce qu'il veut. Donc, il a un truc dans la bouche. Le temps de manger, il sera moins violent. C'est bon. Mais maintenant, comme l'accord n'est pas exclusif, pour mettre la pression sur Donald Trump, diversifier les partenariats, ça permet de poser un problème, le problème de la Chine. Les Chinois sont là. Ils ne disaient rien. Moi, je n'accepte pas ce type de rapport que les Chinois veulent poser aux Africains. Ce n'est pas le commerce. Il y a des valeurs. Que la Chine soit silencieuse, c'est leur droit. Mais la Chine ne peut pas réduire la RDC à des minéraux. Et être différente à 30 millions de morts. Être différente à 20 millions de morts. Les Chinois sont nos amis, mais il faut un peu de cœur. Bon sang. Tout n'est pas l'argent. Tout c'est pas le problème économique. Les Chinois exagèrent. Il faut que les Chinois s'impliquent plus pour la paix dans ce pays, pour les gens qui meurent, à ce pays qui nous donne la matière première. Et c'est aussi par là qu'on évalue la grande idée de la Chine. C'est qu'elle peut nous apporter en termes de partenariat. Il ne faut pas seulement dire que, attends qu'on nous contacte. Ça, c'est ce que la Russie dit. J'y reviendrai. Mais, les Chinois là, vous avez un accord. Mais, montrez que vous considérez les Congolais comme des êtres humains aussi valables que les Chinois. Est-ce que la Chine laisserait 20 000 millions de Chinois mourir comme ça, sans réagir, et les réduire des matières premières? Nous interpellons la Chine. Nous n'acceptons pas ça. Il faut s'impliquer derrière ce qu'il dit. Bien entendu, monsieur le Président. Oui, pour la paix en RDC. Ou même pas humanitaire. Mais où est l'humanisme chinois? Attention. Donc, les Chinois sont là. La RDC leur a donné des minéraux, il y a un accord. Ce qui n'a pas de mise en cause. Le principe de continuité de l'État, c'est ce qui la garantie. Et là, c'est mal de négocier certains aspects. Mais attends, les Chinois doivent montrer aux Africains, en général, et aux Congolais qu'on n'est pas seulement là pour la matière première. On vous considère comme des êtres humains. Que le président Tshisekedi travaille à ça. Que le président Tshisekedi parle avec la Russie, maintenant. Oui, parle avec la Russie. Même si moi je pense que nos amis russes ne peuvent pas seulement rester dire que, bon, on ne nous a pas approchés, on reste tranquille. Il y a les valeurs internationales. Nous, on a défendu la Russie en Ukraine au nom des valeurs. Il y a 20 millions de morts là.
ça interpelle aussi les Russes. S'il y a une communauté humaine sur cette terre, ça interpelle les Russes. Donc le président Tshisekedi, maintenant que cet accord est signé, quand ça sera signé, qu'il fasse la diplomatie. Qui peut porter un accord jusqu'à sa finalité. Mais est-ce qu'au Congo, il n'y a pas une dynamique interne au niveau de la... Il n'y a pas de classe politique au Congo. Depuis la mort de Lumumba, des Tintins ont été fabriqués, en commençant par Tshisekedi père, qui avait appelé Lumumba Crapaud. On n'a pas oublié ça. On n'oubliera jamais ça. Agent de la CIA. Beaucoup d'hommes politiques congolais sont des agents de l'étranger. Tshisekedi est sur son chemin de Damas, le président. Je le soutiens, mais je suis très lucide sur le personnage. Mais on dépasse le personnage. Il a mon soutien. J'espère que c'est un chemin de Damas. Rompre avec son père. Il doit rompre avec l'héritage politique de son père. Je commence par le président. Si, président. Il faut être crédible en parlant des autres, non pas lui. Il doit rompre avec l'héritage politique de son père. Son père, c'était un traître. Je dis, moi, je parle comme je dis la vérité. C'est que le père était un traître. Que les gens du PDS m'excusent, je dis la vérité. On ne conçoit pas qu'un Africain dise que le Mumba, c'est un crapaud. Parce qu'il travaille pour les Américains. Tu sais qu'il dit le fils est dans une révolution personnelle qui est impressionnante. Ça doit rompre avec l'idéologie de son père. Il faut renouveler la pensée de l'UDPS pour qu'elle soit conforme à ce qu'il est en train de vouloir faire là pour la RDC. Le salut de la RDC, c'est le lumumbisme. On peut renouveler ça comme on veut, mais c'est ça. C'est ça. Alors, Jean-Pierre Bemba, le ministre, il est vice-premier ministre, c'est ça? Vice-premier ministre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il fait lui aussi ces temps-ci. J'ai vu un patriote qui a compris qu'actuellement, là, on met de côté les querelles familiales. On défend le pays. Oui, je le salue. C'est sa responsabilité politique tout à l'heure. Oui, je le salue. Je le salue parce que lui, il a compris ça. Bon, vous enlevez ces gens-là. Il y a qui encore? Il y a qui? Katumbi. C'est un vaurien, c'est un voyou. C'est qui ça? Mais lui aussi demande le dialogue national. Quel dialogue? Quel dialogue? Pendant qu'on massacrait Ngoma, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque? Ils sont qu'ils sont allés aux États-Unis pour empêcher l'accord. Preuve que c'est un bon accord. La preuve que c'est un bon accord, c'est ça. Ils ont tout fait pour que ça ne soit pas signé. Quand c'est signé maintenant, ils viennent dénigrer. Mais si c'était autant mauvais, pourquoi vous êtes allés aux États-Unis, financés par Kagame, pour aller comploter contre votre pays? Un type comme Katumbi, c'est de l'honneur, qui reste à l'étranger pour toujours. Il doit abandonner la politique. C'est un traître, c'est un vaurien. On s'en fout de ces milliards. Kabila, ça ne donne pas la peine. Il a rasé sa barbe. Même pas honte. Ça ne vaut même pas la peine, celui-là. Voilà un président. C'est la déchéance totale. Déchéance totale. Il veut dialoguer quoi? Avec qui? Avec qui? Celui qu'on voulait renverser après un gros machin. On devait passer par Kisangani Ngani, aidé par les Ougandais. Aidé par celui qu'on appelle président là en Ouganda. Et son fils, vraiment, respectant l'âge je ne veux pas parler d'un type comme ça, une honte pour l'Afrique. Hein? Une honte pour l'Afrique. Ça dit que, maintenant, il veut dialoguer avec qui? Il veut dialoguer avec qui? Kabila est un traître. C'est un traître. Vous voulez qu'on parle de Fayoulou? Il a dansé, tantôt il avait la 5 il danse le Ndombolo avec la 5 Maintenant il est allé au palais ambassadeur, le président. Que tu sais qu'il soit prudent. Lui, il a un vrai dialogue. Mais pas pour, comment dire ça, donner de la vie à des morts, à des cadavres, qui ont trahi leur pays, et qui maintenant, voyant le vent tourner, disent qu'ils veulent dialoguer. La RDC est fatiguée des dialogues qui ne servent à rien. Il faut consolider cette dynamique. Tous les patriotes qui se sont levés par centaines, par millions là, je vois parler de renouveler l'UPDS et l'Union sacrée. C'est ça, c'est la coalition. Il va renouveler ça politiquement. Je ne suis pas en RDCD. Comment on renouvelle une dynamique? Il faut qu'il renouvelle ça en intégrant tout cet élan patriotique qui est né dans le pays. Indépendamment des partis. Le Ouazalendo, l'esprit de la lettre de Ouazalendo doit être maximisé pour renouveler l'armée de la RDC. Il faut bâtir une armée, une vraie armée,
pour que plus jamais ça n'arrive, ce genre d'humiliation. Et enfin, que le président, j'ai appris qu'il prie beaucoup. Tant mieux qu'il continue à avoir une vie intime avec le vrai Dieu, dont le il a vu la grandeur dans le moment que le pays est en train de traverser et a traversé. L'histoire s'en souviendra, Monsieur le Président, que c'est vous, le panafricaniste, qui avez porté la crise qui sévit depuis 30 ans en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour, Monsieur le Président. Dès les premières émissions que nous avons apporté notre modeste contribution. Dès le premier jour que nous avons organisé les directs comme ça, que chef au pays, la République démocratique du Congo, vous avez donné une feuille de route dont le président Tshisekedi a fidèlement respecté et ça nous a conduit pour la première fois à un accord de paix. Nous disons comme ça à... Il a mon soutien. Il a votre soutien, Monsieur le Président. Et tant qu'il aura mon soutien. On espère aussi qu'il aura le soutien de tous les panafricanistes du continent. Tant qu'il aura mon soutien, rien ne lui arrivera. Merci, Monsieur le Président. Nous disons comme ça aux Congolais de défendre les pays, mais nous disons à Lingana, Bobatela, Bokana Bignon, au revoir Tikala. Merci beaucoup, chers internautes qui avaient été très nombreux à suivre cette émission. Merci à l'équipe technique, merci à la rédaction, merci à mon co-présentateur, M. Mbok de Philémon. Et à nous revoir pour une prochaine édition. Au revoir.